Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée au maintien du français chez les enfants expatriés et organisée en collaboration avec Expat Pro, le réseau des professionnels de l'expatriation. Alors le maintien de la langue française, c'est en effet un enjeu auquel font face de nombreuses familles expatriées lorsque les enfants ne sont pas scolarisés dans le système scolaire français. Dans cette table ronde, nous parlerons des différentes solutions permettant aux enfants de ne pas perdre le lien avec leur langue d'origine, des bonnes pratiques à adopter, mais aussi des pièges à éviter. Nous évoquerons également différents moyens permettant de prouver le niveau de français de vos enfants, notamment dans la perspective d'un retour en France. Alors, les quatre intervenantes de cette table ronde font toutes partie du réseau Expat Pro. Je vais vous les présenter brièvement avant de leur donner la parole. Alors, successivement, vous entendrez Catherine Alibert, qui est formatrice indépendante en français, qui propose des cours sous forme d'ateliers d'écriture pour aider les enfants expatriés à renouer avec le plaisir d'apprendre. Par ailleurs, passionnée de littérature jeunesse et spécialisée dans les auteurs et autrices francophones, elle propose sur son compte Instagram des idées de lecture pour nos enfants. Géraldine Biodel, professeure des écoles, qui a créé en 2021 l'école de Géraldine lors de sa première expatriation. C'est une école dédiée aux enfants expatriés scolarisés en école non francophone et souhaitant poursuivre l'apprentissage du français. Géraldine propose des programmes sur mesure, en séances individuelles, ainsi que des ateliers d'écriture et de lecture en petits groupes. Cécile Guenebeau, grâce à un enseignement professionnel adapté à leur réalité linguistique, Cécile accompagne en français les enfants expatriés bilingues scolarisés hors du système francophone, afin de favoriser à la fois leur réussite et leur plaisir d'apprendre. Enfin, Élodie Vincent, est ingénieure pédagogique spécialisée en didactique des langues, professeure de français langue étrangère et seconde. Fondatrice de Par la Mamie, Élodie est aussi autrice de manuels de français en grammaire, acquisition du lexique et pour la préparation des examens d'ELF et d'ALF. Voilà, vous voyez qu'elles connaissent bien le sujet dont elles vont nous parler. Donc je leur laisse la parole et je crois que c'est Catherine Alibert qui va commencer. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Merci d'abord pour cette table ronde. Moi, j'ai hâte vraiment j'avais hâte de cette table ronde. Alors, le maintien du français pour nos enfants expatriés qui ne sont pas dans les circuits français, c'est toujours très compliqué. Et Catherine, tu as parlé, tu as eu un mot, c'est le mot enjeu, en effet. Il y a un très gros enjeu par rapport à ça. Et qui dit enjeu, malheureusement, dit aussi pression. Et donc, on a une sorte de pression sur les familles. Et qui dit pression dit aussi parfois tension. On comprend très vite qu'il y a une tension, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a un point de vue adulte, parce que nous, adultes, on voit très bien nos enfants dans 10 ans, dans leur vie active, on imagine des carrières. L'enfant, lui, c'est plus compliqué et lui, il va voir plutôt son quotidien. Et donc, quand on va lui proposer des solutions, lui, il va surtout voir un planning surchargé ou une corvée de plus. On comprend bien que là, il va y avoir en effet une tension. On se rend compte aussi que les approches sont très différentes selon les enfants. Dans une fratrie, si vous avez trouvé la solution idéale pour l'un, on la copie-colle pour l'autre, ça ne marche pas toujours. Donc, attention, dans ces cas-là, il va falloir se réadapter et puis, il faut aussi se réadapter, selon l'âge, en fait. On se rend compte aussi que d'un âge à un autre, d'une année à l'autre, si on copie la même solution, parfois, ça ne marche plus au bout d'un moment. Donc, l'adaptation des parents est essentielle pour créer, finalement cet environnement, et pour, générer la motivation pour que l'enfant se maintienne en français. Alors, j'ai voulu, faire une sorte de petit jeu, de petits trucs un peu original. J'ai voulu, prendre mes stylos, prendre mes petits crayons et vous dresser, le portrait 2 portraits, mais des caricatures, vraiment des caricatures de, 2 types d'enfants. L'idée, en fait, c'est pas de vous dire, «Mon enfant, il est comme ça» ou «Mon enfant, il est comme ça». C'est de vous dire plutôt, c'est plutôt de comprendre ce qu'il y a derrière ces caricatures pour, trouver vous-même, vos propres solutions. Alors la première caricature, c'est la pire, c'est l'horreur, c'est votre enfant rejette complètement le français, et pour cause, il est, dans son pays d'expatriation, il est complètement intégré, il n'a pas beaucoup de liens avec la France,
il ne se sent pas français, il ne voit pas l'intérêt. Donc, bien sûr, ici, on va se retrouver dans une situation très conflictuelle. Et je voudrais reprendre une métaphore d'Isabelle Filiosa qui parlait des conflits parents-enfants. Elle avait cette métaphore de la corde avec ce jeu où on a une corde et puis on a une équipe d'un côté et puis une équipe de l'autre, puis chacun tire et puis l'idée c'est de faire venir l'enfant de son côté, donc faire passer la ligne pour qu'il soit de son côté. Et en fait, elle dit voilà, le conflit c'est ça, c'est on est sur notre corde et on tire chacun de notre côté. Et le problème c'est que même si on tire l'enfant et qu'on le met de notre côté, il va falloir toujours tirer. Il y a toujours cette tension qui est là. Et c'est pas agréable. Et au bout d'un moment, on s'épuise. Et bien évidemment, il ne faut pas en arriver là. Inversement, si je décide d'aller du côté de l'enfant, ben, il va rien se passer non plus. Donc, c'est pas agréable pour personne. Donc, l'idée, c'est non pas de lâcher la corde tout d'un coup, parce que sinon, il va il va se casser la figure, mais c'est d'un commun accord, lâcher la corde. Et donc, quand les deux posent la corde en même temps, on arrive dans une situation où on peut dialoguer. Et l'idée, en fait, c'est d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses envies, nous, en tant qu'adultes, et c'est d'écouter les besoins et les envies de notre enfant. Et la solution, c'est de faire un pas chacun vers le centre. Et c'est vraiment cette idée de compromis. Et donc, pour gérer ces situations conflictuelles, il y a plein d'outils. En fait, il y a le premier qui me vient, c'est l'écoute active, c'est-à-dire écouter ce qu'a à dire notre enfant et écouter en fermant le côté oui, alors il me dit ça, mais alors je vais lui répondre que, etc. Non, enlever je vais répondre que, et vraiment l'écouter complètement dans tous ses besoins. L'idée aussi, c'est d'inciter plutôt qu'imposer, parce que personne n'aime être contraint à faire quelque chose. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre en place un échange authentique avec son enfant. Dans tous les cas, donc là, le portrait est assez sombre, mais dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est la base de l'apprentissage et on l'oublie parfois, mais la relation parent-enfant doit être protégée. S'il n'y a plus de dialogue, on ne peut plus rien faire. Donc vraiment, protéger d'abord cette belle relation. Alors, le deuxième portrait, je reprends mes stylos et je vous fais le deuxième portrait. Celui-là, il est plus sympa puisque c'est le portrait idéal. Imaginez un enfant qui comprend les enjeux du maintien du français, qui s'implique totalement dans son propre apprentissage, voilà, qui va aller dans la bibliothèque, qui va prendre un livre de lui-même et lire des livres en français. Mais c'est fabuleux, imagine. Alors, déjà, il faut comprendre les bénéfices d'un tel comportement. En fait, quand un enfant est comme ça, il y a un enseignement qui est durable. C'est-à-dire qu'il est tellement persuadé que c'est ce qu'il faut faire qu'il va mettre toutes ses capacités cognitives dans l'apprentissage du français. Et il va y avoir aussi une relation aux efforts. Il ne va pas avoir l'impression de faire des efforts. Et ça va être très naturel pour lui. Et pourquoi? Parce que finalement, c'est basé sur sa curiosité, sur son envie d'explorer. Et je vais vous dire quelque chose de très important, c'est que nos petits expatriés, ils ont cette capacité de justement aller explorer. On les a pris, on les a mis dans un autre pays. Ils ont été vraiment, enfin en général, ils ont vraiment un esprit très ouvert et ils ont cette curiosité. Donc il faut s'appuyer sur cette curiosité en disant, OK, il y a ce pays, mais il y a aussi la France et il y a le français. Donc s'appuyer là-dessus, ça permet un petit peu justement d'arriver vers cet enfant idéal. Alors pour vraiment essayer d'arriver à cet idéal, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut travailler. Par exemple, on peut parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait du français? Nous, on le sait, on a des idées, mais pourquoi lui, est-ce qu'il veut faire du français? On arrive à des choses très touchantes. Moi, je me souviens d'un élève qui disait, mais moi, je veux faire du français parce que je veux enfin pouvoir jouer à des jeux de société avec mes cousins quand j'entre en France. Eh ben, c'est tout petit comme chose, mais ça veut tout dire. Voilà, c'est une super motivation et on peut s'appuyer là-dessus pour aller plus loin. L'idée aussi, c'est de créer vraiment un environnement où finalement, il va pouvoir justement être satisfait. Sa curiosité va être nourrie
par l'environnement. L'environnement, ça peut être une bibliothèque avec des BD, des livres en français. Ça peut être, je ne sais pas, une conversation avec la famille régulière. Ça peut être un film qu'on regarde en français tous ensemble. Donc tout ça, ça va jouer vraiment sur justement sa motivation et son appétence au français. Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est l'interaction. Euh, Par exemple, si vous décidez de regarder un film ensemble, ben, à la fin du film, ne regagnez pas chacun vos pénates, mais essayez de faire juste 5 ou 10 minutes d'interaction en se posant des questions du genre t'as aimé, t'as pas aimé, à la place du personnage, qu'est-ce que tu aurais fait, etc. Le fait de poser des questions, en fait, on crée une interaction. Elle n'a pas besoin d'être longue, mais le fait d'être là, ça crée en fait un espace où on est bien et où on se pose plein de questions et où on a cette interaction. Donc, c'est aussi extrêmement important. Euh, j'ai mes deux, j'ai mes deux personnages, là, mes deux caricatures. Je vais vous en faire une troisième qui est un peu délicate, qui est un petit peu en nuance. C'est ce que j'ai appelé le faux idéal. Le faux idéal, c'est un enfant qui fait tout. Il n'y a pas de problème. Vous lui donnez de français à apprendre, il apprend le français, mais il ne les fait pas pour la bonne raison. Il les fait en fait pour faire plaisir à papa et maman, c'est tout. Et en fait, ça pose un problème parce que on l'a vu dans le portrait de l'enfant idéal, on avait cette motivation intrinsèque qui était totale. Il est persuadé que c'est bien ce qu'il fait. L'enfant, il a besoin de la validation, l'enfant du faux idéal, il a besoin de la validation en fait pour faire. Donc, ça marche pas aussi bien. Ça peut marcher, mais ça marche pas aussi bien que l'enfant idéal. Alors, on appelle ça aussi la soumission de façade, c'est-à-dire que l'enfant fait tout bien et on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, mais en fait, ce n'est pas la bonne raison. Pour le détecter, en général, c'est des enfants qui font le strict minimum. C'est-à-dire, ils ont quelque chose à faire, et bien, ils le terminent et c'est fait, mais ils n'en feront pas plus. L'autre moyen de le détecter, c'est souvent des enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui vraiment ont besoin de validation autour d'eux sur tout ce qu'ils font. Donc, si vous avez détecté ça, voilà, c'est tout à fait possible. L'idée, on revient toujours à la même chose, c'est d'avoir une réflexion ensemble, de comprendre les pourquoi, de comprendre l'intérêt, trouver vraiment l'intérêt du français, et puis trouver une solution qui soit adaptée finalement aux besoins. Et vous allez le voir, les autres personnes vont vous parler d'autres solutions très concrètes. Il y en a plein et on peut aussi sortir des sentiers battus. On n'est pas, enfin voilà, on a toujours tendance à avoir toujours les mêmes choses, mais il y a plein de solutions possibles et qui sont adaptées à chaque situation. Et donc, dans le cas aussi de cet enfant, de ce faux idéal, euh, l'idée aussi, c'est de lui montrer qu'on peut se réjouir tout seul de ses réussites. En fait, le fait de se dire ce que je fais, c'est bien, ça va en fait augmenter son sentiment d'efficacité. Et ce sentiment d'efficacité, il est essentiel. Le fait de se dire je suis capable de faire, c'est essentiel pour une motivation qui dure en fait. Voilà. Donc, j'ai mes trois caricatures, on va dire. Bien sûr, ce sont des schémas à avoir en tête. Et il faut aussi savoir un même enfant peut passer de l'un à l'autre. Et ça dépend bah, de son évolution, des événements de la vie, de sa fatigue, de son humeur. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui jouent sur la motivation, bien sûr. Et je pense qu'il est nécessaire, en fait, pour les parents de lâcher, en fait, la position de jugement et de se mettre plutôt dans une position d'accompagnant avec, je pense, trois axes, j'ai envie de dire. Le premier, c'est travailler son rapport aux erreurs. Souvent, on se rend compte que euh, on fait des évaluations, par exemple, pour connaître une progression. Mais les erreurs, c'est en fait une source d'apprentissage. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une sorte de bulle où là, les erreurs sont permises. Toutes les erreurs sont permises et on n'est pas jugé. Il n'y a pas une note à la fin. Et le fait de bien mettre en place ces deux évaluations distinctives et de créer une sorte de laboratoire du français, ça va beaucoup aider votre enfant. Donc, changer son rapport par rapport aux erreurs et se dire une erreur, c'est une source d'enseignement, c'est extrêmement important.
D'autre part, la deuxième chose, c'est travailler l'autonomie. Votre enfant, il est capable de faire par lui-même. Alors bien sûr, vous n'allez pas lui donner les cours et puis tu te débrouilles, mais vous pouvez, dans ces cours, dire, ben ça, tu peux peut-être le faire par toi-même. Et en fait, le fait de faire par toi-même, ça aussi permet de responsabiliser et on revient sur la confiance en soi et le fait que bah, finalement, je suis capable de faire quelque chose. Et enfin, la clé vraiment que je trouve assez importante, c'est des retours authentiques. C'est-à-dire, pas dire oh oui, c'est bien, ou oh non, c'est horrible, mais se baser vraiment sur des faits, dire voilà, là, il y a une faute clairement, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu en retires? Et vraiment travailler vraiment sur le positif et le négatif, et pas le positif et le négatif, bien essayer d'équilibrer. Et d'autre part, s'en servir pour faire des axes d'amélioration. Et quand on parle d'axes d'amélioration, on se rend compte que bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est beaucoup plus un élan pour quelque chose. Voilà, donc pour conclure, je pense que la clé vraiment, c'est la communication avec son enfant, c'est de créer vraiment un environnement, une ambiance où il se sent à l'aise. Et bien sûr, ça va nous demander des efforts de nous, parents, parce que voilà, il faut la créer, cette communication. Et parfois, c'est encore quelque chose à faire sur nos épaules. Mais il faut voir ça plutôt comme ça va demander de la co-réflexion. On va co-réfléchir, on va co-construire, on va co-créer. Et finalement, ça va être quelque chose qui va se faire avec des échanges. Et moi, je trouve que cette co-création autour du maintien du français, je trouve que c'est quelque chose qui est finalement une belle aventure à vivre avec son enfant. Voilà. Alors, j'ai posé le cadre, j'ai mis j'ai mes mes petites caricatures. Maintenant, je vais passer la parole à Géraldine qui, elle, va vous parler de solutions beaucoup plus concrètes. Merci Catherine. Alors oui, on va parler, et je pense qu'il y a des points qui vont tout à fait rejoindre ce dont tu as parlé. Donc on va parler un petit peu de toutes les façons qu'il existe, comment on peut faire pour maintenir le français, pour poursuivre son apprentissage. Et je dirais que c'est un peu deux choses différentes. Tout d'abord, dans la sphère familiale. Eh bien, s'il y a, par exemple, un seul parent qui parle le français, eh bien, c'est de garder cette constance de, voilà, de parler en français à son enfant et de dire, bah, par exemple, de mettre en place une règle, dire, on est à la maison, donc à la maison, on continue de parler français, même si à l'extérieur, il y a une langue de scolarisation qui est, par exemple, l'anglais, et dans le pays, il y en a une autre. Mais voilà, à la maison, on reste en français, globalement. Après, ça peut être au travers, on peut cuisiner aussi et faire des recettes de cuisine en lien avec la culture française. Ça permettra, voilà, de voir tout un panel de vocabulaire qu'on ne verrait pas autrement. Ça peut être au travers de jeux, des jeux de société en famille, où là, effectivement, je te rejoins Catherine sur l'interaction. On va pouvoir eh bien, parler aussi en français au travers du jeu. Donc ça, c'est dans la sphère familiale. Et puis après, il va y avoir aussi les interactions avec la famille qui est restée en France. Donc ça peut être organisé, ben voilà, des appels vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou, voilà, ou plus. Enfin, ça, c'est à vous de trouver la fréquence et ce que vous souhaitez pour maintenir le lien, pour que l'enfant comprenne et essayer de l'instaurer, je dirais, le plus tôt possible dans votre expatriation pour pas que ça vienne un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais qu'il y ait une continuité aussi et que l'enfant comprenne qu'il n'y a pas qu'à la maison qu'on parle français, qu'il y a aussi ce lien avec la France qui est là et à entretenir. Et qu'il y a plus que la langue, il y a aussi la culture. Après, peut-être que vous habitez dans un pays où il y a une association francophone ou une alliance française, un institut français, voilà, des organismes en dehors de votre cellule familiale où vous pouvez entendre du français et également voilà, les associations francophones organisent souvent des événements ou des activités pour les enfants. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve quelque chose d'intéressant parce que si c'est une activité récurrente toutes les semaines, bah, c'est encore mieux. Mais même si c'est une activité qui est voilà,
ponctuel, ça permet encore d'avoir un point d'ancrage supplémentaire à l'extérieur de la maison et de donner encore plus de sens à pourquoi est-ce qu'il faut poursuivre voilà, cet apprentissage du français, pourquoi il faut continuer de parler en français. Et c'est pas juste vous et votre enfant. Voilà, il y a d'autres façons de pratiquer, en fait. Et les enfants aussi, s'ils sont en face d'autres enfants francophones, eh bien, ils vont parler plus facilement, jouent dans le jeu, au travers du jeu aussi. C'est pas qu'avec les parents, en fait. Ensuite, bien sûr, il existe un panel assez large de différents cours possibles, que ce soit en présentiel, peut-être au travers voilà, d'associations sur place, en ligne, des cours individuels, des cours en groupe, des ateliers d'écriture, voilà, des cours aussi avec des programmes à distance. Mais je dirais que pour faire ce pas d'aller organiser des cours en plus, il va falloir se poser un certain nombre de questions qui je pense, sont assez importantes. Et c'est de se dire, OK, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Quelle est ma situation, moi, en tant qu'expatriée aussi? Est-ce que je suis dans ce pays pour longtemps? Est-ce que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que j'envisage un retour en France? Enfin, il y a une multitude de questions à se poser comme ça, parce que d'une famille à une autre, ça peut être extrêmement différent. Et puis, ça dépend de l'âge de votre enfant aussi. Donc vraiment, il faut prendre en compte tous les paramètres. Est-ce que votre enfant a un trouble de l'attention ou est atteint d'un 10 quelque chose, dysgraphie, etc. Et donc ça, ce sont des paramètres importants à prendre en compte et à discuter aussi en famille. Ça, c'est pour moi assez important. Et Catherine, je te rejoins complètement sur aussi le discours, enfin, le dialogue euh, entre parents, mais entre parents et enfants, bien évidemment, c'est quelque chose d'assez important. Et je te rejoins aussi tout à fait sur l'erreur. Je voulais aussi dire que à la maison, il est aussi possible d'écrire un journal de bord si on va faire un voyage ou un journal intime. Voilà. Mais le journal de bord lors d'un voyage est aussi très intéressant parce qu'il peut être écrit à plusieurs. Et alors là, je te rejoins sur l'erreur, Catherine. Les parents, s'il vous plaît, n'allez pas corriger les erreurs de vos enfants. Laissez-les écrire, laissez-les avoir ce plaisir. Parce que, bah voilà, si vous leur dites, ah ben là, il manque un S, là, il y a 2 R, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as écrit, je n'y comprends rien, bon, bah ça va pas énormément les aider à écrire. Et je sais qu'en tant que parent, on a envie, voilà, que tout soit parfait. Parfois, on a des exigences, des attentes, mais surtout, voilà, réfréner ces attentes-là et laisser le plaisir naître avec le français, parce que c'est une langue qui arrive en plus après la journée d'école. Donc, dans les questions à se poser, il y a aussi quelle fréquence, quel rythme mon enfant est capable j'allais dire d'endurer. C'est un peu fort, mais de soutenir sur moyen ou long terme. C'est pas juste voilà, le coût d'un cours une fois. Donc, ça veut dire que est-ce que vraiment mes exigences, mes attentes sont en lien avec les besoins et les possibilités de mon enfant? Et effectivement, dans une fratrie, il peut y avoir, comme tu le disais, Catherine, tout à fait à juste titre, un enfant qui est capable d'avoir X séances par semaine, de telle durée, et puis pour un autre, ça va être complètement différent. Donc, vraiment de s'adapter à chacun, de s'adapter aux besoins voilà, de chaque enfant et d'avoir cette écoute et ce discours, voilà, me semble assez important. Voilà, donc c'est écouter et écouter ses propres attentes. Souvent aussi dans les exigences qui arrivent des parents, il peut y avoir ses propres failles qui remontent à la surface. Donc voilà, il faut arriver à faire la différence entre tout ça et de voir ce qui est possible, ce qui est envisageable pour chacun.
et de ne pas mettre effectivement trop de pression sur les épaules de nos enfants qui ont leur journée déjà d'école dans une langue, leurs activités. Donc, de bien tout prendre en compte pour que bah, si vous souhaitez mettre en place des séances de cours avec vos enfants, que ce soit absorbable pour lui, que ça s'intègre dans son emploi du temps et que ce ne soit pas vécu comme une contrainte. Voilà, ça me paraît, et de discuter avec lui pour l'organiser ensemble. Voilà ce que je peux dire sur eh bien, les différentes possibilités voilà, pour maintenir ou pour poursuivre son apprentissage. Après, il y a aussi des questions d'investissement. Est-ce que vous voulez vous en occuper vous-même? Est-ce que vous voulez trouver une personne pour le faire? Voilà, et se dire que bah, c'est une phase où là, il y a une partie d'organisation, donc ça demande du temps, de l'énergie, et puis un investissement, certes, financier. Mais si vous décidez à un moment T de dire, OK, bah, pour moi, c'est important de maintenir, de poursuivre l'apprentissage du français pour mon enfant, pour mes enfants, bah, c'est un très beau cadeau, en tout cas, que vous leur faites, parce que ça veut dire que plus tard, eh bien, ils auront le choix peut-être de faire des études en français, de travailler en français. Voilà, c'est vraiment un très, très beau cadeau que vous leur faites. Donc, c'est à encourager. Voilà ce que je peux dire voilà, sur les différentes possibilités et les questions qui sont intéressantes à se poser. Je vais maintenant passer la parole à Cécile qui va vous parler donc, de lecture et de passage à l'écrit. Bonjour à tous. Ben, ça va être dans la continuité de ce que Catherine et Géraldine ont dit, parce que je vais commencer par le fait pour le parent, de relativiser en effet le maintien de ce français, de cette pression, mais je vais l'aborder dans l'angle de la lecture et de l'écrit. Parce que si nous, on sait en tant que parents quel sens on met au maintien du français, c'est pas forcément le cas pour notre enfant. On sait évidemment qu'on a envie de lui donner cette chance, comme tu disais Géraldine, d'étudier, de vivre ou travailler à un moment ou à un autre dans un environnement francophone, ou alors de l'intégrer dans une scolarité francophone à plus court terme. Mais d'un point de vue de l'enfant, ça peut vraiment signifier des gros efforts à fournir, surtout quand on passe à l'apprentissage de l'écrit et de la grammaire et de l'orthographe. Et quelques pistes de réflexion que je peux donner, c'est de définir des objectifs réalistes, de se définir en tant que parent avec des objectifs réalistes euh, et concrets, que vous preniez en charge vous-même l'enseignement du français ou que vous le confiez aussi à quelqu'un d'autre. Et ça va aussi expliquer un petit peu la place de l'erreur que vous avez mentionnée toutes les deux auparavant. C'est Vous pouvez vous demander, dans 3 mois, qu'est-ce que je voudrais que mon enfant sache ou soit capable de faire, que ce soit pour l'oral ou pour l'écrit. Parce que si il est en train de prendre des cours de français, que vous voyez qu'à chaque fois qu'il écrit de manière spontanée, euh, il y a encore des erreurs monstrueuses au verbe, au présent, vous avez le droit de vous positionner et de dire ouais, là, fais attention, tu l'as appris, j'ai vu que tu l'avais appris en cours. Le présent, là, qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe? En revanche, vous pouvez laisser de la place vraiment au reste qui n'a pas encore été vu. Donc, ça demande effectivement de se positionner, euh, de surveiller un petit peu ce qui se fait dans l'écrit. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que votre enfant sache ou soit capable de faire dans 3 mois ou dans 6 mois s'il a pris des cours ou même dans un an? Euh, et puis, ça permet aussi, je crois, de pouvoir poser les jalons et de pouvoir voir les progrès qui ont été faits. Parce que par rapport au chantier de l'apprentissage de l'écrit, qui est énorme, énorme, pensez qu'à l'école primaire, on met du CP au CM2, même le sixième fait partie d'un cycle avec le CM2, qu'on met autant d'années pour pouvoir soi-disant maîtriser le français à l'écrit. Donc notre enfant qui va déjà à l'école dans un autre système, il va lui falloir
encore plus de temps pour maîtriser l'écrit. Donc si on se concentre sur des objectifs très précis en matière de lecture ou d'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe, ça fait un petit peu redescendre la pression, pour nous parents essentiellement. Voilà. Euh, quant à... alors, je vais passer aux moments charnières, hein, qui sont, à mon sens, à connaître dans le parcours d'apprentissage de l'écrit. Ce que je vais vous dire là, ce sont peut-être des conseils, en tout cas des pistes qui sont issues de l'accompagnement que je fais depuis 2016 avec de nombreuses familles, avec des profils d'enfants bilingues complètement différents. Ça repose sur des tendances générales observées et sur des retours concrets de terrain. Mais gardez toujours en tête, s'il vous plaît, qu'en tant que parent, vous êtes la personne la mieux placée pour décider du parcours d'apprentissage de votre enfant et pour savoir ce qui est bon. Et ce que je vais dire là, ça ne prend pas en compte les profils d'enfants à haut potentiel ou les enfants dyslexiques, hein. On va rester dans quelque chose d'assez généraliste. Euh, on me demande souvent à partir de quel âge est-ce que mon enfant, c'est une question qui se pose souvent, mon enfant doit apprendre à lire en français. D'accord. Donc, tout est possible, sachez que tout est possible, mais que apprendre à lire en français en parallèle de la langue de scolarisation, c'est exigeant. Pour beaucoup d'enfants, c'est quelque chose de très exigeant. Évidemment, c'est notre premier enfant, on a souvent, c'est aussi là encore cette pression, on veut qu'il sache lire et écrire comme les petits Français en France. Euh, mais et de manière simultanée, au cas où il y a aussi une intégration dans le système français. Mais c'est faisable, mais ça demande vraiment une charge cognitive importante pour votre enfant. Pensez juste aux différences de son pour une même lettre, si c'est de l'anglais, ou le A qui peut se prononcer en anglais A, et en anglais c'est du A. Voilà, il peut y avoir un risque de confusion sur les graphèmes. Vous savez, le AI en français qui se prononce A, c'est un petit peu perturbant pour un enfant, ce AI en français. Euh, quand il le découvre. Voilà, donc il y a une autre logique phonétique, hein, et qui, si elle est abordée de manière simultanée, peut engendrer fatigue, confusion, lenteur, voire blocage. Et comme la lecture est un apprentissage vraiment charnière à l'école, euh, soyez vigilants sur le fait que ce ne soit pas une surcharge pour lui avec des difficultés à long terme. Je dis vraiment, attendez, assurez-vous que il n'y ait aucune difficulté en lecture dans la langue de scolarisation à l'école avant d'introduire la lecture en français. Voilà, vérifiez toujours ça auprès des instituteurs ou des institutrices si vous avez besoin d'une confirmation. Alors, ce qui est possible de faire, ben, c'est d'attendre 1 ou 2 ans après le début de la lecture dans la langue de l'école. Et vous verrez, si vous l'avez déjà expérimenté, ou vous verrez si vous osez le pratiquer, que l'enfant rentre dans la lecture en français de manière beaucoup plus rapide et plus fluide. Et il y a souvent plus de plaisir. Parce que une fois qu'il sait lire dans une langue, enfin je parle des langues allemand, espagnol, anglais, voilà, je parlais des langues indo-européennes, on va dire, grosso modo. Euh, il sait déjà, son œil sait déjà distinguer les syllabes. Il va faire les pauses aux bons endroits. Euh, il va avoir des mécanismes déjà bien acquis et on va gagner beaucoup de temps. Il peut, en quelques semaines, en quelques mois, s'il sait déjà lire dans la langue de l'école, il va pouvoir lire correctement en français. Il suffira juste de lui donner quelques clés, de travailler quelques graphèmes un peu compliqués en français, les ou, les on, les un, AIN, les ouilles, hein. Les ouilles, ça marche bien en général. Mais on aura déjà dégrossi énormément une fois que la lecture est acquise avec l'école. Donc c'est vraiment un gain en énergie et on s'épargne un peu cet acharnement qu'on peut parfois observer. Euh, Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre? Oui. Ensuite, ça c'était, n'hésitez pas à attendre que ce soit vraiment acquis. Et aussi pour la compréhension, je voudrais dire aussi pour la compréhension, assurez-vous que votre enfant sache
déchiffré en français, mais qu'ils comprennent ce qu'ils lisent, bien entendu, aussi en français, quoi. Euh, il y a aussi le cas de la frustration. Certains enfants qui sont très motivés pour lire en français. Et j'imagine mal qu'on leur dise, attends, attends, mon chéri, tu es en train d'apprendre à lire en allemand ou en espagnol, on verra dans 2 ans en français. Non, non, évidemment. Il faut nourrir leur curiosité. Euh, donc, n'hésitez pas évidemment à donner des repères, notamment les ENT à la fin des verbes, de leur dire que les consonnes finales en général sont souvent muettes, hein, sauf si elles sont suivies d'un E. Vous pouvez leur montrer ces choses-là, leur donner des petites clés qui vont être très utiles pour après sans trop surcharger. Voilà. Nourrissez sa curiosité en lui donnant des clés. Euh, laissez-le lire un mot, laissez le lire 2, 3 lignes, puis continuez la lecture vous-même. Ça permet de rentrer progressivement dans la lecture en français sans trop mettre de pression. Euh, j'ai pas abordé le pas le problème, mais le cas des enfants qui savent lire en français avant la langue de scolarisation. Il y en a qui savent déjà le faire, mais j'ai dit que j'abordais pas ce, ce profil-là. Donc, c'est souvent le cas, je constate souvent ça. On sait lire en français avant de savoir lire dans la langue de l'école. Le deuxième moment charnière pour moi pour entrer dans l'apprentissage de la lecture, c'est en fait, c'est un panneau de vigilance. Attention, c'est en rouge. C'est le moment où il est trop tard pour rentrer dans la lecture, l'apprentissage de la lecture en français. Alors, trop tard, ça veut dire quoi, trop tard? Hein, il n'est jamais trop tard. Mais c'est trop tard pour associer la lecture au plaisir de lire, en fait, en français. Si on attend trop longtemps, je dirais après 10 ans ou autour des 10 ans, on va se retrouver avec un enfant qui va être en décalage entre ce qu'il est capable de lire en français et ce que les livres qui correspondent à sa tranche d'âge peuvent lui apporter, entre les contenus et ses capacités de lecture. Voilà. Ah, donc, en général, on se retrouve avec le schéma suivant. L'enfant sait lire des livres adaptés à son âge dans la langue scolaire, mais il ne sait pas lire en français. Il peut lire des petits livres en français, les Tchoupi, les petits ours bruns qu'on a pour le petit frère ou qu'il avait lui, ou pour la petite sœur, mais ses compétences en lecture ne lui permettent pas de lire des livres vraiment qui correspondent à ça, à ses centres d'intérêt, quoi. Donc, on a un gros risque de désintérêt croissant pour le français écrit, enfin, en tout cas pour la lecture, et même une perte de motivation durable. Et c'est tout l'inverse de ce que vous recherchez, vous, en tant que parent, en fait, pour maintenir le lien du français euh, associé avec le plaisir, hein, qui va nous permettre d'aborder les efforts qui sont à fournir par l'enfant, quoi. Donc, pour la lecture, ben, je vous invite en tout cas à vérifier bien que votre enfant c'est lire dans la langue de l'école. Voyez si en parallèle, de manière simultanée, vous pouvez introduire le français, si ça peut lui convenir, si ce n'est pas une surcharge pour lui. Sinon, n'ayez pas de crainte à attendre ces 8 ans, 1 ou 2 ans, 1 an et demi ou 2 ans après, vraiment que les acquis soient là dans la langue de l'école pour introduire le français et vous allez vous épargner vraiment des séances désagréables d'apprentissage de la lecture, ça ira beaucoup, ce sera beaucoup plus fluide, quoi. Euh, maintenant, quand rentrer dans l'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe, aussi l'apprentissage formel, hein. Alors, je vais parler aussi, je vais me concentrer sur le cas des résidents où une intégration scolaire n'est dans un établissement français, francophone, n'est pas concrètement envisagée pour les gens qui ont le temps, hein. Et je vais un petit peu peut-être bousculer des représentations de parents. Et si je vous disais, et si on attendait l'âge de 10, 12 ans pour rentrer dans l'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe, qu'est-ce que ça ferait? On va aborder ça comme ça. Alors, j'aimerais rappeler que les règles de grammaire en français demandent vraiment une maturité cérébrale, comprendre qu'un mot change en fonction de la personne, du temps, du genre.
ben, c'est déjà faire appel à des compétences métalinguistiques qui ne sont pas qui sont pas encore 100% mûres avant 8 ans, on va dire. Elles sont mieux installées plus on avance dans l'âge. Et si vous observez ce qui se passe à l'école primaire en France, la première année en CP, l'objectif c'est la lecture. Puis c'est à partir du CE1 qu'on y ajoute l'objectif enfin, l'objectif introduction de l'orthographe vraiment et des règles grammaticales, quoi. Donc, et ça dure comme je disais, jusqu'à la fin de la sixième et implicitement après aussi, hein. Mais voilà. Donc on y va tout doucement. Et quand il se trouve aussi que nos enfants bilingues sont déjà en activité cognitive intense, hein, ouais, ils vont à l'école, ils vont apprendre à lire et à écrire dans la langue de scolarisation, où ça demande énormément d'énergie, de reconnaissance, de décodage, de compréhension, d'orthographe locale. Ajouter à cela trop tôt des règles grammaticales abstraites en français, ben, c'est aussi prendre le risque de les surcharger inutilement. Donc, j'ai envie vraiment de vous donner le message de relativisez, voyez ce qui peut être bon pour votre enfant et ne soyez pas trop stressé pour démarrer trop tôt. Il y a aussi des solutions si on laisse les choses se faire petit à petit. Ça vaut pas dire pour autant qu'il faut rien faire avant, quoi, au niveau de l'orthographe, mais qu'on peut privilégier une approche un peu intuitive, répétée ou en contexte, si de manière régulière, par exemple, et de manière affective et positive par rapport à la langue. Si vous pouvez vous amuser à écrire des petits messages. Et aujourd'hui, on va, je sais pas moi, on va en ville à tel endroit. Et puis demain, on est à tel endroit chez la grand-mère. Chez la grand-mère. Ben, vous pouvez très bien injecter ce on va, on est, EST régulièrement, et c'est toujours quelque chose de fait. Il n'y a pas besoin d'une grande explication sur le EST. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'explication sur le EST parce que c'est irrégulier. Donc, ça vous épargne les explications grammaticales. Mais voilà, injectez en contexte. Euh, Quand on attend un petit peu, quand on diffère l'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe, je trouve, j'ai constaté que les bénéfices aussi sont vraiment, l'enfant rentre plus facilement, plus rapidement dans l'écrit, dans l'orthographe, dans la grammaire, et on y gagne en qualité aussi. C'est-à-dire que vers 10 ans, il arrive à conceptualiser beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus simple de comprendre comment fonctionne un passé composé que quand il a 8 ans. Mais je vais y revenir de toute façon. Aussi, ce qui est toujours important, vous l'avez dit avant, c'est que donner du sens aussi à l'écrit pour l'enfant, c'est très important. Euh, Avant de lui demander vraiment de respecter la grammaire, de certaines règles de grammaire, assurez-vous que l'écrit a une fonction concrète dans sa vie, quoi. Écrire une carte, un email, une lettre à la famille, ça peut être envoyer un message WhatsApp une fois que les emails, les portables sont introduits dans la famille. Ça peut être, Géraldine, tu as mentionné un journal illustré de ses vacances en France. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment un sens concret, quelque chose de palpable pour lui. On peut même jouer à des jeux de société en orthographe, pour l'orthographe en français, oui, oui, c'est possible. Donc voilà, si vous êtes des gens qui aiment jouer, n'hésitez pas à utiliser ça aussi. C'est à vous de voir ce qui fait sens pour votre enfant en fonction de sa personnalité, de son lien avec le français, de ses intérêts. C'est à vous de voir comment vous pouvez créer ces ponts affectifs et ludiques avec l'écrit. Euh, voilà. À partir de 10 ans, on observe souvent un besoin de structuration, et plus on avance, ouais, un besoin de structuration. Souvent, euh, j'ai on observe des familles qui ont donné des cours à leur enfant. Ouais, le passé composé, ça fait 3 ans qu'il travaille dessus, il a toujours pas compris, c'est toujours pas clair. Et autour de dans cette tranche d'âge, si on arrive à prendre du recul sur les règles de grammaire,
ça y est, il y a comme une lumière qui apparaît. Et enfin, oui, on arrive à repérer, à voir ce qui se passe avec avoir, on accorde pas le participe passé, avec être, ça y est, on accorde. Il y a comme un recul qui se fait et qui n'a pas eu lieu quand on l'a introduit plus tôt. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas introduire l'orthographe tôt. Ça veut dire que ça vaut la peine de poursuivre aussi vos efforts. Parce que si c'est pas clair au début, que l'enfant engrange des cours sans savoir vraiment ce qui arrive, vers 10 ans, vers 12 ans, plus on avance en âge, plus on se rapproche de l'adolescence, plus va y avoir du recul et ah ouais, en fait, je comprends pourquoi ça marche quand il y a des règles qui font sens. Voilà, on peut se retrouver sur des systèmes qui vont lui permettre de comprendre là où il doit faire attention quand il écrit. Euh, oui, je reviendrai à l'adolescence et ça, ce sera aussi peut-être le terrain d'Élodie. La dernière intervenante. On observe aussi à l'adolescence que le jeune sort un peu du mode jeu par rapport à l'écrit et qu'il a besoin de trouver des repères un peu plus académiques, hein, à vouloir valider ses compétences, à se comparer, à être reconnu pour ce qu'il sait. Et c'est souvent le moment idéal pour introduire des objectifs comme le DELF scolaire, qui donne une reconnaissance officielle de son niveau en français et puis une vraie fierté. On retrouve ça. Voilà. Euh, pour relativiser un peu la place de l'erreur, ou pour vous aider à trouver un petit peu ce sur quoi vous devez vous focuser, comme on dit aujourd'hui, quelles sont les priorités qu'on peut donner en fait par rapport à l'orthographe et, et la grammaire? Et pour ça, je voudrais parler des écueils en fait qu'on fait souvent en tant que parents, souvent en tant que parents monolingues, hein, quand on prend en charge l'enseignement, ou même pour ceux qui enseignent le français aux petits expatriés. Euh, on se replie souvent sur ce qu'on connaît, ce qu'on a connu à l'école primaire, les exercices de conjugaison, les cahiers de vacances, les exercices de grammaire encore et encore. Alors évidemment, ce type d'approche centrée sur la répétition mécanique, elle est importante, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Faut pas perdre de vue que l'objectif final, c'est de permettre à votre enfant de produire librement de l'écrit, de s'exprimer à l'écrit tout simplement, de manière spontanée, de raconter, d'écrire des histoires, des lettres, des messages, bref, de s'approprier l'écrit comme un outil de communication. Donc, il est très important de faire produire encore, encore et encore. L'objectif final, c'est la production libre. Les moyens, ça peut être effectivement les exercices de grammaire, mais pas uniquement. Donc, multiplier les cahiers de vacances, c'est pas une fin en soi. Voilà. Euh, Et surtout, qu'à force de multiplier les exercices de grammaire sans but, au-delà de la production écrite, on ne va pas lui apprendre à comment se relire forcément et comment se corriger. Donc ça, c'est aussi un point que je vais aborder. Euh, et puis, mais avant ça, je voudrais vous dire aussi que pour nourrir votre enfant, vous pensez à distinguer que vous avez l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale. Nourrissez-le d'orthographe lexicale, les mots, comment s'écrit le vocabulaire, les mots isolés, etc. Vous pouvez commencer à l'âge, à peu importe l'âge de l'enfant, sur l'orthographe grammaticale. Là où vous devez vous concentrer, c'est vraiment avec les accords des verbes, mais je crois que je suis en train de sauter un paragraphe par rapport à ce que je voulais vous dire. Donc je reprends le fil de mes pensées et je regarde mes notes. Euh, oui, Je crois tout ah oui, à oui, fait. les Voilà. écoles. Je pense aussi, Cécile, que on peut effectivement, c'est peut-être pas le lieu de rentrer trop dans les détails parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup à dire. Voilà. Donc, je pense que Mélodie pourra peut-être aussi compléter après, mais je te laisse peut-être terminer ton Mhm, intervention. Voilà. mhm. Oui, c'était penser voilà.
les priorités en orthographe grammaire, pensez que ce sera toujours pour vous les accords. Si vous voulez faire attention à l'erreur, c'est les accords à l'intérieur du groupe nominal, mes copains, mais avec un S, copains avec un S, américain avec un S. Là, c'est capital. Les accords entre le groupe sujet et le groupe verbal, ben, mes copains américains adorent les pancakes, le adore ONT. Voilà, ça, vous devez vous concentrer là-dessus à tous les temps et tout le temps. Et ça va permettre à votre enfant vraiment d'intégrer des automatismes et d'apprendre à se relire. S'il sait quoi chercher pour se relire, ça va permettre vraiment d'avancer dans la qualité de ce qu'il va, de ce qu'il va écrire. Euh, N'hésitez pas à lui faire une petite fiche de relecture aussi. Le problème avec les enfants scolarisés en anglais, en allemand, c'est qu'ils ne savent pas, ils sont pas habitués à se relire. En espagnol, ils le sont un petit peu plus, il y a un peu plus le focus sur la grammaire. Mais n'hésitez pas à leur faire des fiches de relecture à confectionner eux-mêmes. C'est un outil qui est vraiment utile. Ils peuvent l'avoir toujours à disposition. Comment ils doivent se relire? C'est ce que je cherche. Dans le groupe nominal, est-ce qu'il est au pluriel? Est-ce que mon verbe, il est avec la bonne terminaison? Voilà. Pensez donc que c'est déjà un problème à l'école en France. Donc, pour nos enfants qui ont moins d'exposition au français écrit, c'est encore plus un problème, hein. Voilà. Et puis, je voulais finir avec les écueils des parents. Je crois que c'est là que j'ai perdu le fil. Donc, ce qui peut marcher pour nous en tant que parents monolingues, ça marche pas forcément pour nos enfants qui ont peut-être un niveau moindre en français euh, su- pour connaître la consonne finale à la fin d'un participe passé. Vous savez, une chose faite, une tarte faite, etc. Ce genre de réflexe, ils ont beaucoup de mal à passer là-dedans parce qu'ils n'ont pas ces mécanismes et ils ne sont pas forcément aussi, c'est pas forcément aussi fluide. Ça dépend du bilinguisme de votre enfant. Voilà. Donc, relativisons par rapport à la pression que vous pouvez vous mettre, hein. Et puis, je vais passer la parole à Elodie qui va nous dire comment on peut un petit peu mieux se positionner dans tout ce qui existe pour voir le niveau en français que les enfants peuvent avoir. Merci beaucoup, Cécile. Alors, attendez, je me mets en gros plan. Et voilà. Donc, merci à tout le monde, merci Expat Pro et merci, franchement, on est une très bonne équipe. Géraldine, Cécile et Catherine, on est super complémentaires et ça fait vraiment plaisir de parler avec des gens aussi compétents, avec autant d'expérience. Donc moi, Élodie de par la mamie, je vais parler de mon point de vue d'ingénieur pédagogique spécialisé en didactique des langues. Moi, mon approche du maintien du français, c'est une approche qui est basée sur le biplurilinguisme et sur la définition déjà du niveau de français de vos enfants expatriés. En effet, vos enfants, est-ce que c'est des enfants de première génération d'expatriés? Donc vous, vous êtes né en France, ensuite vos enfants sont, eux, expatriés avec vous, c'est-à-dire soit ils sont nés en France, soit ils sont en expatriation, mais c'est la première génération ou c'est la seconde génération, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes expat et vous avez eu des enfants dans votre pays d'expatriation et vous maintenez le français. Donc là, on va déjà définir des niveaux de français. Et ça va nous permettre, comme l'ont mentionné mes collègues Géraldine, Cécile et Catherine, de définir des objectifs, de définir des méthodologies et de définir une structure. Alors, on va parler de trois profils différents. OK? On va parler d'abord des enfants français langue maternelle. Et on peut aussi assimiler ce niveau français langue maternelle au bilinguisme précoce ou simultané. Alors, on va plutôt parler de bilinguisme simultané, en fait, entre 0 et 3 ans. Entre 0 et 3 ans, les enfants créent des connexions neuronales dans leur langue, dans les langues auxquelles ils sont confrontés. Et ça permet d'avoir donc ce bilinguisme qu'on va dire parfait, même si, bon, j'aime pas trop ce terme. Et donc, en fait, l'enfant va maîtriser deux langues, voire trois, hein, parce qu'il y a aussi le plurilinguisme simultané. Il y a des enfants qui parlent trois langues de façon parfaite, on va dire. Ils ont un usage spontané, intuitif. Ils maîtrisent les codes sociaux, les registres de langue.
et les non-dits culturels. En plus, ces enfants, ils ont un accent qui est vraiment top et une prononciation conforme aux règles. Donc, pour ces enfants-là, français, langue maternelle, on est donc avec une maîtrise de la langue qui est bon, parfaite, qui ont un vocabulaire très étendu en français et qui évitent souvent, qui font peut-être du code switching, c'est-à-dire changer de langue, mais assez rarement. Donc, ces enfants-là, qui bénéficient donc du bilinguisme précoce à la maison parce qu'ils ont un ou deux parents français, pour eux, ça va être beaucoup plus facile d'acquérir le français et de faire le maintien du français. OK? Après, on verra les différentes méthodologies, etc. Maintenant, je vais parler des enfants français langue seconde ou bilinguisme, euh, bilinguisme précoce ou simultané, qu'on appelle ça aussi. Donc, le français langue seconde, c'est à partir de 3 ans. Donc, à partir de 3 ans, l'élagage neuronal a déjà été fait par les enfants, c'est-à-dire que le cerveau des petits-enfants a déjà été nettoyé des neurones inutiles. C'est beau le cerveau. Et donc, cet élagage neuronal a fait que le cerveau de votre enfant s'est concentré sur une seule langue. Et donc, il va acquérir la seconde langue, qui dans notre cas est le français, donc de façon différente de sa première langue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce bilinguisme précoce consécutif, qu'on appelle ça en termes techniques, c'est quand les enfants apprennent une langue entre 3 et 7 ans, parce qu'ils sont exposés à cette langue et ils ont en général bonne compréhension de cette langue. Et par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être, ça pêche un petit peu au niveau de l'accent, de la prononciation. Et cette langue, en bilinguisme précoce consécutif, est utilisée en général dans des contextes précis. C'est pas la langue, c'est pas sa langue dominante en fait. C'est une langue qui est utilisée juste à la maison avec un parent, les deux. C'est une langue qui est utilisée avec la famille qui se trouve en France, en Belgique ou en Suisse. Et donc, c'est pas sa langue forte, on va dire, sa langue dominante. Alors, on a des exemples concrets dans certains pays qui sont bilingues, plurilingues. On a par exemple au Canada. Souvent, au Québec, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, le français est une langue d'enseignement, mais ce n'est pas forcément la langue dominante. OK? Donc, on se retrouve dans des situations de bilinguisme précoce consécutif. Très bien. Donc, on a parlé de bilinguisme simultané, de bilinguisme précoce consécutif. Maintenant, on va parler d'un point qui est beaucoup plus délicat et assez fâcheux pour nous, parents expats ou anciens expats, c'est le fait que nos enfants aient un bilinguisme tardif. Et là, je sais que d'expérience personnelle et professionnelle, ça fait mal au cœur pour nous parents quand nos enfants en fait ont un bilinguisme tardif qui en fait doit être géré comme du français langue étrangère. Et oui. C'est pas parce que votre enfant va être stimulé en langue française et parler euh, un petit peu en français à la maison qu'on pourra dire qu'il est français langue maternelle. Non. Si à un certain moment, le français est totalement passé à la trappe, on va avoir une approche de français langue étrangère. Donc, c'est à partir de 7 ans où, en fait, les enfants euh, commencent vraiment à avoir des difficultés en français, ils ne savent pas vraiment construire de phrases, avoir une conversation normale sur les choses de la routine en français. Et c'est là où il faut vraiment mettre en place des méthodologies précises de français langue étrangère pour arriver à un déblocage du français, pour ensuite aller, après ce déblocage du français, vers le maintien du français. OK? Donc, tout ça, ça a des solutions. OK? Rien n'est perdu. Euh, Chers parents expats, ne vous affolez pas. Tout peut se gérer. Alors évidemment, pour nous en tant que professionnels, pour mes collègues et moi en tant que professionnels du maintien du français, euh, on va beaucoup plus rapidement si on a des Français, des petits-enfants français expats, francophones expats en bilinguisme simultané ou en bilinguisme précoce.
c'est beaucoup plus rapide. Mais il existe des solutions aussi pour le bilinguisme tardif qui doit être plus souvent abordé comme français langue étrangère. Mais petit à petit, on arrive petit à petit à arriver à un bilinguisme précoce consécutif avec les bonnes méthodologies, avec les bonnes ressources. OK. Alors maintenant que j'ai parlé de trois profils différents, français langue maternelle, français langue seconde, français langue étrangère, à vous de voir où vous en êtes avec vos enfants. Quelle langue domine? Est-ce que on arrive à communiquer facilement en français ou est-ce qu'il y a quelques lacunes de vocabulaire ou si alors, pas du tout, là vous êtes, on n'arrive pas à faire de phrases, on n'arrive pas à communiquer avec mamie euh, ou avec la famille en France. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous mettez en place une méthodologie correcte, spécifique, qui va vous aider, qui va vous structurer pour donc aller vers le maintien du français ou aller vers le perfectionnement donc du français en lecture, en écriture, en grammaire, orthographe, etc. Et donc, moi je peux enfin, qu'est-ce que on peut vous proposer en tant qu'expert du plurilinguisme et du maintien du français? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre enfant, il, euh, il maintienne son français? Quelle structure de cours on peut avoir? Quelle structure de progression on peut proposer? Et surtout, comment le motiver pour avancer en français et continuer à progresser en français? Alors, c'est là où je fais un grand pas en avant et je vais vous parler des diplômes que vous pouvez passer, vous pouvez faire passer à vos enfants qui ne sont pas scolarisés dans une école française et si vous voulez donc prouver leur niveau de français. Alors, effectivement, vous allez dire, attends, c'est bon, mon enfant, il a un passeport français, il n'a pas besoin de prouver son niveau de français. Eh bien, si. Euh, Avoir un passeport français, ça ne veut pas dire qu'on parle bien français. Non, non. Même au niveau de l'entreprise, des universités, des écoles, c'est pas parce qu'on a un passeport français qu'on prouve son niveau de français si on n'a pas été scolarisé dans une école française francophone ou qu'on n'a pas suivi un programme spécifique. Donc c'est pour ça que moi, j'encourage les parents expats à se renseigner sur les diplômes d'ELF et d'ALF afin de prouver le niveau de français de vos enfants. Alors, qu'est-ce que c'est le DELF et le DALF? DELF, c'est diplôme d'études en langue française. DALF, c'est diplôme d'aptitude en langue française. Donc, le DELF, c'est A1, A2, B1, B2. A1, c'est débutant, c'est se présenter, interagir de manière simple. A2, c'est élémentaire, échanger sur des sujets familiers. B1, c'est un niveau intermédiaire. C'est le niveau qui est demandé en 2025 pour obtenir la nationalité française, si ça peut intéresser vos conjoints ou conjointes. Et B2, c'est un niveau beaucoup plus avancé. C'est le niveau qui sera demandé à partir de 2026 pour la nationalité française, mais c'est aussi le niveau qui est demandé pour entrer à l'université dans des filières scientifiques. Ensuite, on a le DALF C1 et C2. Le DALF C1, c'est le niveau qui est demandé si vos enfants souhaitent poursuivre des études à l'université dans des filières de sciences humaines. Donc, ici, qu'est-ce que ça va nous apporter en tant que parents de suivre ce genre, par exemple, d'objectifs et d'avoir une structure dans ce sens? Eh bien, après avoir travaillé la lecture, la grammaire, l'orthographe avec un professeur, cela va vous permettre ensuite d'aller vers des compétences en compréhension écrite, en compréhension orale, parce que souvent c'est ce qui pêche en fait. Les enfants, ils lisent, mais en fait, ils ne comprennent rien à ce qu'ils lisent. Donc, c'est important de faire des compréhensions écrites ou orales. Et il y a aussi de la production écrite, la production orale. Comme le disaient mes collègues, il ne faut pas rester juste sur la grammaire, l'orthographe. Il faut produire, il faut écrire des textes. Donc, si ces textes sont produits en plus dans l'objectif de passer un examen, hop, on fait deux choses à la fois, c'est parfait. Et pour ce qui est de la production orale, structurer une présentation à l'oral, c'est pas facile. Donc ça permet aussi, si on a ces objectifs-là et ces structures-là dans notre approche, de pouvoir leur apprendre à bien parler en français de façon structurée. Donc, voilà. Les différentes façons d'aborder les objectifs, les méthodologies, la structure, ça va dépendre de
du niveau de bilinguisme de votre enfant, simultané, précoce, précoce consécutif ou tardif, et aussi de vos objectifs. Donc, est-ce que vous voulez qu'il passe un examen pour faire reconnaître son niveau ou pour, à la rigueur, rentrer à l'université? Vous avez maintenant les clés en main et vous avez quatre super profs sympas, très compétentes à votre disposition pour vous aider dans vos projets. Et voilà, maintenant je passe la main à Expat Pro et à bientôt. Merci, pardon, moi je ne vais pas parler, donc j'ai un chat dans la gorge. Merci à toutes les quatre pour ces interventions, mais alors d'une complémentarité extraordinaire et d'une grande qualité. Euh, pour info, moi je suis passée par là avec des enfants qui n'étaient pas scolarisés en système français, qui ne l'ont jamais été. Et j'ai fait tout ce boulot, donc j'en suis un petit peu fière quand même, mais qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir m'appuyer sur des professionnels et des professionnels comme vous, ben voilà, qui ont l'expérience, qui ont tout l'aspect pédagogique, qui ont également les ressources qu'en tant que parent on cherche et on n'a pas toujours. Voilà. Et puis je trouve que le fait que maintenant on puisse travailler en ligne, ce qui n'existait pas quand mes enfants étaient petits, c'est aussi une grande chance parce que ça donne beaucoup de flexibilité aux enfants après l'école de pas devoir peut-être à nouveau se déplacer pour aller ailleurs, etc. Donc voilà. En tout cas, moi, à titre personnel, et j'espère que c'est le cas pour tous les gens qui vont regarder ce replay, un immense merci pour la qualité des échanges, pour la qualité de vos interventions, et puis pour la profondeur de tout ce que vous avez amené sur cette table ronde. Je vous dis à bientôt. Et pour ben, nous au sein d'Expat Pro, bien évidemment. Et puis pour peut-être organiser d'autres tables rondes sur des sujets encore plus spécifiques concernant le maintien du français. Pourquoi pas sur les profils atypiques ou d'autres sujets. J'en Voilà. profite aussi pour vous remercier aussi, c'était vraiment passionnant, et dire aux personnes qui nous écoutent effectivement qu'elles peuvent retrouver vos coordonnées, alors soit on va enfin, vous contacter directement si elles le souhaitent, notamment sur le site Expat Pro dans la rubrique scolarité, enseignement, et donc dans la sous-rubrique maintien du français, il y a vos profils à toutes les quatre, et donc avec vos coordonnées, vos sites internet, etc. Voilà, donc je dis aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Géraldine, Élodie, Cécile et Catherine. Elles sauront vous proposer des solutions sur mesure pour vous aider et aider vos enfants. Voilà. Merci encore. Au revoir. Au Merci à revoir. tous. Merci à Au tous. Merci à revoir. vous.